Je voudrais commencer cette table ronde par vous dire qu'on m'a chargé d'une tâche que j'ai trouvée un petit peu difficile à faire, c'est-à-dire en 15 minutes parler à la fois des questions de codification, de grammaire, de dictionnaire, de matériel pédagogique. Donc j'ai essayé d'aborder quelques points dont je vais vous faire part et surtout de poser des questions pour que vous puissiez y répondre pendant les ateliers. J'ai appelé ce papier « Processus de formalisation et d'externalisation des langues ». En m'inspirant d'un épistologue qui a beaucoup réfléchi sur l'histoire des sciences du langage, Sylvain Auroux, et qui nous livre en particulier des réflexions sur les révolutions techno-linguistiques qui ont marqué les langues du monde. Et la première révolution techno-linguistique, d'après lui, vient avec l'invention de l'écriture. Pourquoi ? Parce que c'est une des conditions nécessaires à l'apparition d'une réflexion sur le langage humain. Elle en permet l'objectivation et sans écriture, nul autre document ne pourra apparaître. La deuxième révolution technolinguistique dont il nous parle est celui d'un processus de grammatisation, c'est-à-dire que c'est l'outillage d'analyse des langues du monde avec la production de grammaires, de dictionnaires. L'apparition des grammaires classiques des langues européennes, surtout à partir du XVe siècle, est un processus qui a entraîné extrêmement rapidement un transfert de cette technologie de langue vers l'autre. Et on observe très rapidement, dès la découverte du Nouveau Monde, l'application de ces techniques de grammatisation à des langues du nouveau continent américain. Deux simples petits exemples. Une introduction à la langue des Galibis, qui sont les Kalinia aujourd'hui, par Pelprat en 1655 sur la côte des Guyanes. Un autre exemple est un dictionnaire caraïbe-breton, c'est le nom de l'auteur. Un dictionnaire caraïbe-français élaboré par le père Raymond Breton, décrivant une langue des Antilles en 1665. Et puis Auroux nous parle d'une nouvelle étape qui, au-delà de ces années passées à rédiger des grammaires classiques, va marquer l'avènement du statut scientifique des études sur les langues avec l'arrivée de la grammaire comparée et de la linguistique historique. Maintenant, je vais revenir de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire sur les questions de codification des langues. Alors, un peu partout, et depuis longtemps pour certaines régions, des réflexions sur la codification des langues d'outre-mer ont été réalisées. Mais en 2000, il y a eu un colloque organisé par la DGLF-LF sur la codification des langues de France. En 2002, la publication des actes. Je pense que ce sont des dates qui nous intéressent parce que pour la première fois, les langues des Outre-mer y étaient présentées dans un travail sur la codification des langues de France. Il y avait les créoles des Antilles et de la Réunion, les langues de Guyane, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Les constats qui ont pu être faits après les présentations et les travaux de cette réunion sont doubles. Il y a d'abord des divergences. Ces divergences consistent en des divergences entre présenter des graphies spontanées ou bien des graphies élaborées. Des discussions ont eu lieu entre des graphies phonétiques ou bien des graphies englobantes ou morphophonologiques. Comment gérer la variation ? Quel est le choix et l'attente des locuteurs qui se trouvent parfois en rupture avec les options qui sont proposées par les linguistes ? Mais il y a eu aussi des points de convergence. Par exemple, la redéfinition du rôle des linguistes
que non plus comme maîtres d'œuvre et pouvant faire les choix parce qu'ils avaient la science, mais une redéfinition de ce rôle comme expert et comme au service d'une société de locuteurs qui cherche à codifier sa langue. Des convergences aussi sur l'importance des contextes politiques et de l'usage social des langues. Une importance accordée au processus d'apprentissage dans l'écrit fonctionnel et un enseignement et le côté incontournable de l'enseignement méthodique de l'écriture, de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire que ce sont à part entière des codes qu'il faut apprendre et qu'il va falloir décoder. Et puis, est resté un problème crucial qui existe partout, c'est comment passer de la graphie, une fois qu'une langue a été codifiée, à l'écrit et à la production d'écrits. Donc, je vous ai préparé quelques petites questions pour l'atelier. Est-ce qu'il faut adopter une norme ? Est-ce qu'il faut attendre cette norme pour enseigner une langue à l'école ? S'il y a une norme, doit-il y avoir une instance spécifique de prise de décision ou non ? Une autre question qui a l'air plus simple, mais qui en fait est souvent assez complexe et qui gère des conflits, le choix des graphèmes, des lettres, des signes qui vont représenter les phonèmes. Quel compromis adopter quand il existe déjà une graphie qui fonctionne, mais qui paraît imparfaite, la conserver, travailler dessus pour la modifier ? Comment graphier les emprunts qui aujourd'hui sont extrêmement nombreux dans toutes les langues ? Comment écrire les alternances codiques dans des phrases à double langue ? Comment familiariser les locuteurs avec la graphie de leur langue, mais aussi avec les graphies des autres langues présentes, puisque nous imaginons que nous pourrions rencontrer ici comme ailleurs des panneaux écrits dans diverses langues et nous aimerions tous pouvoir les déchiffrer. Ensuite, dans l'enseignement, comment familiariser les locuteurs avec la graphie de leur langue, avec les graphies des autres langues ? Est-ce que ça doit se faire dans l'enseignement formel ou hors de l'école ? Et enfin, comment familiariser les locuteurs avec les supports de l'écrit dans les régions, les maisons, les endroits où il n'y a pas de papier et pas de livres. Je vais passer à la question de la description et de l'outillage linguistique. Décrire les langues, première constatation, c'est constituer une base de données fiable et de première main sur laquelle les linguistes vont travailler pour analyser ces langues. Et je voudrais insister sur l'extrême importance de l'analyse très fine de ces langues, parce que tous les travaux qui vont en être issus, que ce soit des travaux pédagogiques ou autres, vont dépendre de la qualité de ces travaux. De ces travaux de description vont naître des grammaires ou des dictionnaires qui vont permettre de découvrir des nouveaux phénomènes grammaticaux. Par exemple, vous avez dans une langue polynésienne, le futunien, des mots qui sont complètement polysémiques et polyfonctionnels. Je m'explique. Un même mot peut être un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Seul le contexte va nous éclairer sur la nature qu'a le mot dans la phrase dans laquelle nous le rencontrons. Les recherches typologiques qui sont aujourd'hui de plus en plus développées vont nous montrer des découpages linguistiques particuliers, mais qui se retrouvent dans des langues des Outre-mer, mais aussi bien toutes, si vous vous rappelez la carte, dans des endroits complètement opposés les uns aux autres. Par exemple, vous retrouvez dans les langues océaniennes, dans des langues amérindiennes, en Hmong, des phénomènes comme les classificateurs numéraux, qui sont des choses complexes, mais qui sont intéressantes parce qu'on va pouvoir avoir des points de contact en travaillant, et il faudrait trouver comment, sur des phénomènes qui sont similaires
et qui se retrouvent dans des langues tout à fait différentes. Voici quelques questions pour l'atelier. Alors, sur les grammaires, quel type de grammaire souhaite-t-on pour quel public? Est-ce que c'est une grammaire pour la vulgarisation, grammaire scolaire, grammaire universitaire? Dans les grammaires pédagogiques, souhaite-t-on des grammaires spécifiques d'une langue à l'autre? Avec quelle terminologie? Pour en revenir aux terminologies, des terminologies en langue, ce qui nécessite la création de nombreux néologismes, des grammaires utilisant le français pour le métalangage, des grammaires différentes suivant les niveaux scolaires, des grammaires passerelles entre le français et la langue concernée. Toutes ces questions, nous aurons à les discuter dans les ateliers. Pour continuer avec les dictionnaires, dictionnaire alphabétique simple ou encyclopédique, dictionnaire véritablement bilingue, c'est-à-dire avec une partie aussi développée pour le français et qui puisse servir à l'élève d'une langue, à l'élève non francophone pour des traductions, pour chercher des mots qu'il ne connaît pas, ou des dictionnaires plurilingues, des dictionnaires thématiques ou des usuels illustrés pour public scolaire sur support papier, des dictionnaires informatisés, ouverts, auxquels on peut ajouter des choses. Enfin, et c'est une des questions les plus cruciales, quelles ressources humaines pour faire tout ça, et financières? Quelles conditions pour réaliser ces matériaux pédagogiques? Quelle formation imaginer pour que les personnes puissent les réaliser? Formation continue des enseignants, formation universitaire en linguistique générale pour que les locuteurs natifs puissent prendre en charge tous ces travaux, comme c'est déjà le cas depuis longtemps pour les créoles ou débutants en Océanie et inexistants en Guyane. En conclusion, je voudrais insister sur le fait qu'une langue, et on l'a vu, on en a déjà parlé, nombre de ces langues sont fragiles et sans écriture, ni grammaire, ni dictionnaire, ni tout ce processus de grammatisation dont nous parlions tout à l'heure, cette langue est d'autant plus fragilisée dans son devenir. Et puis je voudrais conclure sur le fait que tous ces travaux continuent, puisque comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a eu hier un séminaire sur la codification de la langue Saramaka. Donc chaque jour voit se passer de nouveaux événements. Merci. Merci Odile. Axel Gauvin, vous êtes président de l'Office de la langue créole et auteur. Vous écrivez en créole et en français. Je vous laisse prendre la suite d'Odile et nous apporter votre témoignage. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Alors, un nombre relativement important de projets d'équipement de la langue créole de la Réunion ont été mis en place depuis le début des années 60 dans le domaine de l'écriture, du lexique, de la syntaxe et même de la phonétique. Chacun de ces projets a fait avancer les choses, mais plusieurs d'entre eux ont après coup montré leurs limites et se sont même révélés être à long terme des freins à la valorisation de la langue. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. L'équipement d'une langue exige certains préalables et Madame Lescure vient de me montrer. Je vais reprendre malgré tout certains des éléments qu'elle a déjà énoncés. L'équipement de notre créole a bénéficié de nombreux travaux scientifiques. Dans le domaine du lexique, il y a des travaux fondamentaux de Robert Chaudenson ou de Michel Carayol. Dans le domaine de la syntaxe, Robert Chaudenson lui-même, ou alors Pia Cellier, Ginette Ramassamy, Gillette Valiamé, Stoldacher. Mais il nous est arrivé plus d'une fois de ne trouver nulle part des données qui nous semblaient importantes et courantes. Des mots qui nous semblaient bien connus. Par exemple, le mot missoukante, qui veut dire soigneusement, on ne le trouve ni chez Chaudenson, ni chez Carayol, ni dans les dictionnaires d'Alain Armand. Le mot ondoyer, qui veut dire tromper, berner, rouler,
La fin val qui veut dire une fin irrépressible, en rapport qui veut dire en chaleur. Hein. Alors, pour une femelle d'animaux. Alors, nous n'avons trouvé ces mots nulle part. Et puis aussi des structures grammaticales non plus. Alors, l'Atlas linguistique ou ethnographique de la Réunion, qui est un magnifique ouvrage, ne couvre que certains domaines. Il n'a pas exploré le milieu urbain. Les Réunionnais d'origine chinoise ou Gujarati n'ont pas été questionnés. Alors, il reste à faire un gros travail de poursuite de la collecte du patrimoine oral et écrit. Par exemple, les archives judiciaires qui ont commencé à être étudiées n'ont pas livré toute leur richesse. Il y a ensuite un travail de vérification, de croisement des informations, entre autres celles fournies par des amateurs souvent éclairés, mais non formés. Nous avons plusieurs lexiques qui sont des travaux faits par des poètes. Alors, il faut absolument contrôler ce qu'ils disent et croiser avec d'autres informations. En fait, il faut aussi faire un classement. Alors, je ne crois pas m'avancer en disant que de nombreuses langues des Outre-mer sont encore peut-être moins bien loties que la nôtre. Alors, nous avons absolument besoin, je parlais en termes de demande, de structure, capable de faire la collecte avant qu'il ne soit trop tard, les vérifications nécessaires, le classement. Mais là, on est déjà dans le domaine de l'équipement. Le créole réunionnais est déjà partiellement équipé. 2 dictionnaires créole-français, l'un de Daniel Badjouni, l'autre d'Alain Armand, 2 linguistes, 2 dictionnaires dont nous avons dit malgré tout les limites. Des propositions pour la standardisation de la syntaxe, proposition faite par le professeur Pierre Cellier. Certaines méthodes d'apprentissage du réunionnais, choisies même, certaines au singulier, même parmi les variantes de prononciation, celles qui pourraient être conseillées aux apprenants. Alors ici, je me pose le problème de savoir si on doit aller jusque-là. Bon, des thèses de doctorat soutenues dans les 5 dernières années, la formation d'enseignants de lycée et de collège, des professeurs du primaire de plus en plus nombreux et de mieux en mieux formés, des ouvrages de réflexion ou de formation en voie de publication, tout cela fait avancer, continue à faire avancer les choses. L'Office de la langue créole de la Réunion œuvre pour la fédération des énergies, la catalyse de ces énergies nécessaires à l'équipement. Alors malgré toute l'ampleur des tâches à accomplir, compléter, parfaire les dictionnaires créole, réunionnais, français, écrire des dictionnaires français-créole, créole-créole, rédaction de grammaire, populariser les propositions déjà faites, tâches toutes plus urgentes les unes que les autres, donc sont à faire. Une langue, comme on l'a si bien dit, qui n'est pas fixée, dérive très rapidement. Que la langue évolue, ce que l'on nous dit toujours, il n'y a rien d'anormal à cela, au contraire. Mais quand vous avez les formes du futur qui s'en vont, quand la forme passive est introduite à tout bout de champ dans une langue créole, quand les mots changent en permanence de sens et que les anciennes générations ne comprennent plus les nouvelles sur certains points, là, cela pose un problème réel. Alors, parmi les tâches les plus urgentes, il y a sans doute la mise au point d'une graphie suffisamment fonctionnelle et consensuelle pour qu'elle puisse un jour évoluer vers une orthographe. Alors, il y a eu plusieurs entreprises d'équipement à ce niveau-là. Et c'est d'abord au défaut de ces propositions, à leurs limites, que je m'intéressais, et je crois avoir le droit de le faire puisque j'ai été toujours dans ce genre d'entreprise avec les limites que nous voyons aujourd'hui. En 1977, nous avons mis au point une graphie, l'écriture octobre 77. C'est une écriture qui se voulait phonographique, même si le mot n'a pas été prononcé. Aucune préoccupation sémiographique. On peut le regretter amèrement. Elle se base sur une variété de langues, une variété dite basilectale. C'est une variété que personnellement je trouve belle, moi je peux le dire puisque je ne suis pas linguiste.
Et cette variété qu'il faut prendre en compte est malheureusement la plus dévalorisée. Donc la prendre seule en compte, cela peut poser un certain nombre de problèmes, et cela a posé un certain nombre de problèmes. En 1983, une graphie encore plus phonographique, qui tente une correspondance biunivoque entre graphème et phonème, qui va plus loin dans la distance avec le français dans le basilectal. Alors il y a eu des réactions violentes. Un monsieur bien connu à La Réunion a parlé de créole zoulou. Bon, je m'excuse auprès des Zoulous d'avoir quelqu'un de chez nous qui a employé cette expression-là. Et nombreux sont ceux qui sont devenus ennemis de l'écriture du créole du fait que nous n'ayons pas, ne serait-ce que réfléchi à la prise en compte de leur lecte. Alors, nous avons tenté une troisième entreprise qui voulait résoudre ce genre de problème. On a tenté une graphie supralectale ou interdialectale, avec la prise en compte des prononciations, en particulier des différents lectes. Et alors, on a utilisé des signes complètement étrangers aux habitudes de lecture des locuteurs du créole réunionnais. On a utilisé les Z carons, donc ça a donné une petite allure tchèque ou slovaque à notre écriture. On a utilisé des N tilde, des E tilde, E tilde, N tilde pour noter des semi-nasalisations. Les problèmes se sont très vite posés. Il y a d'abord des gens qui ont rejeté ces solutions. Puis ensuite, quand il a fallu imprimer ne serait-ce que nos solutions à nous, eh bien, il a fallu que pour chaque signe, le maquettiste fasse une opération particulière pour réussir à noter cela. Alors, donc, ces erreurs sont dictées quelquefois par l'idéologie. Bon, la distance maximale avec le français. Quand la distanciation règle un problème, quand elle est faite pour régler un problème, pourquoi pas? Mais si elle est le but en soi, alors pour moi c'est de l'idéologie et ça peut être complètement négatif. Il y a aussi une insuffisance de nos connaissances. Peut-être aurions-nous évité ces graphèmes, disons, pittoresques, si nous avions pu être au courant de certains travaux, en particulier des travaux anciens, mais qui restent toujours extrêmement intéressants. Les travaux de Kenneth Pike, par exemple, dans le livre Phonemix, qui date de 1947. Donc c'est ancien, mais ça nous aurait été très utile de réfléchir à ce qu'il a écrit. Non, mais nous n'avions qu'une photocopie de photocopie largement illisible. Et peut-être que pour les écritures 77 et KWZ, celles qui ne prennent en compte qu'une variété de langues, aurions-nous pu éviter d'écarter, de rejeter certaines variétés de langues si nous étions au courant des travaux, par exemple, il y en a bien d'autres, mais des Bretons ou des Basques pour l'unification de leur graphie. Ou encore si nous avions pu bénéficier, comme on bénéficie aujourd'hui, de conseils de sociolinguistes avertis. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier le professeur Lambert-Félix Prudent qui n'arrête pas de nous aider, de nous conseiller et qui est toujours disponible. Voilà. Cher Axel, vous avez créé une petite pause avec ces applaudissements. Oui, je vais vous demander si vous pouvez être court pour passer la parole à Marie-Adèle Jorédier. Et ceci n'interrompt pas définitivement ce que vous avez à dire, puisqu'on ira travailler en atelier par la suite. Merci. Voilà. Mais alors, je voudrais traduire ce que j'ai dit en demande. Une bibliothèque centrale, hexagonale, pluridisciplinaire, avec de la linguistique interne, de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, avec des ouvrages généraux, mais surtout le maximum de la littérature concernant l'équipement des langues. Puis des antennes locales de cette bibliothèque reprenant l'essentiel de la bibliothèque centrale. Un ensemble de spécialistes référents avec, si possible, un blog nous permettant un dialogue avec eux, des spécialistes auxquels on puisse s'adresser
sans trop déranger. Maintenant, il faudra, mais ça dépend largement de nous, que l'on mette en place un conseil de la langue créole de la Réunion, avec concertation avec des usagers spécifiques de la langue, des journalistes, des publicitaires, des personnels qui font de la prévention de santé, des artistes, en même temps que des chercheurs, des enseignants, des écrivains, des traducteurs. Tout cela, ça dépend essentiellement de nous, mais cela nous serait bien plus facile s'il y avait l'aide des services compétents et des institutions compétentes. Voilà. Merci. Merci Axel. Marie-Adèle Joredi, vous êtes enseignante en Nouvelle-Calédonie et vous êtes à l'initiative d'un projet qui s'appelle Bébé Lecture et à travers lequel vous initiez les enfants, vous les initiez en fait, oui, au livre et à l'entrée dans la langue orale et écrite. Mais oui, mengen pa te perangi wini te pere weya cho te peke me kumi kunjo. Une petite mélodie qui appelle les mamans, les enfants à tendre l'oreille. Ici, on les appelle pour écouter l'histoire d'un poisson du grand récif. Moi, je voulais vous en donner, d'abord pour baisser la tension qui est à 400 à l'heure là-dedans, première chose, puis pour vous dire bonjour. Bonjour et merci en même temps à l'équipe qui organise ces états généraux et qui nous permettent de pouvoir partager avec beaucoup plus de monde ce que nous faisons tranquillement dans notre petit espace là-bas. Pour aujourd'hui, j'ai essayé d'inscrire le travail que nous faisons dans ce thème de l'oral à l'écrit. Alors, comment l'association Bébé Lecture s'inscrit-elle dans ce travail de conduire nos enfants, mais nos enfants sur les genoux de leur maman, de cette parole orale à la tribu même, et les emmener là où elles sont excellentes, les mamans, pour les amener à aider l'enfant à se préparer à l'appréhension de l'écrit plus tard à l'école. Voilà, donc nous avons pour aujourd'hui donc, je vais lire pour être plus sûr. Donc à travers notre objectif premier de vulgariser la présence du livre, de l'objet livre dans la case, comment nous avons privilégié un mode d'immersion précoce dans la langue orale comme postulat majeur à la préparation sereine d'une entrée désirée, j'insiste sur ce mot, entrée désirée dans la langue écrite. Voilà. Alors, l'association, elle s'est mise en place à un moment de rupture de lien. Dans les années 70, notre région perdait déjà de beaucoup la langue, la pratique de la langue en privilégié le français parce que c'est le conseil qui nous est donné au niveau de l'école. Il ne faut pas parler votre langue là, parce que vous allez continuer à être bête à l'école. Voilà. Je dis simplement comme ça, parce que c'est la parole qui est dite tous les jours, qui a été dite tous les jours. Donc, ça c'est la première raison. La seconde raison de la mise en place de la petite opération Bébé Lecture, c'est que la rupture, elle se situait surtout dans un endroit où
la télé avait pris la parole à la maman. Tous les soirs, les mamans baignaient leurs enfants et les laissaient. Allez, tranquille, tu ne te saliras plus, va devant la télé. Et moi, je fais autre chose. Et c'est la télé qui parlait au bébé. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons donc essayé de faire pour mettre en situation réelle de pratique de la langue et nos mamans, et les adultes, et les tout-petits. Et les tout-petits, ce n'est pas le tout-petit qui est né, c'est le tout-petit qui est aussi dans le ventre de maman. Voilà, alors nous avons fait deux choses. Nous nous sommes obligés à puiser régulièrement dans le vivier culturel immédiat. Et ce vivier, c'est la famille, le clan, la chefferie, les chefferies, toutes les formes de support porteurs de transmission, au travers des berceuses, des devinettes, des petits récits, des chansonnettes, des comptines, des histoires brèves pour enfants, des contes, des poèmes, auxquels, plus tard, nous avons ajouté des chansonnettes jeux de mots, des chansonnettes toponymiques à rythme et à rime. Voilà. Ça, c'est les premières choses que nous avons faites pour dire qu'on avait besoin de travailler sur cela parce que j'ai parlé de rupture tout à l'heure. Voilà. La seconde chose que nous sommes obligés de faire, c'est de pratiquer, de prendre le temps d'utiliser au quotidien dans nos familles ces différents supports dans leur aspect, culture de l'implicite pour les tout-petits, donc de 0 à 33 mois, parce que c'est l'âge des bébés avant leur entrée en maternelle, qui est à 3 ans, 2 ans, 9 mois, quoi. Et ce, dans les formes diversifiées, adaptées. Pour les berceuses, nous les avons adaptées pour les besoins d'aujourd'hui, innovées, voire transformées. Et toutes ces activités mises en place sont renforcées dans nos regroupements collectifs sur nos sites de lecture avec nos bébés, et qui permettent à nous parents de réévaluer nos capacités et nos limites quant à l'utilisation des 5 organes des sens. Voilà. L'oral ne peut se faire que si l'enfant a quelque chose à dire, parce que nous on dit les oreilles pour bien entendre. Et quoi entendre? Mais les bruits familiers du milieu de vie. Ce n'est pas les bruits de la télé, c'est les bruits de la maison, les bruits du jardin, quand on va ratisser avec les enfants, etc., etc. On dit aussi, c'est les yeux pour voir. Et voir quoi? En premier, les personnes de la maison. Ce que les personnes de la maison font, donc la maman, la grand-mère. Je parle de la grand-mère parce que c'est la grand-mère qui garde les enfants quand la maman est au champ ou est au travail comme c'est aujourd'hui dans nos tribus. Les mouvements, tous les mouvements, les couleurs, les changements des choses dans l'environnement du milieu. Le nez, pour sentir les différentes odeurs de la maison. Les odeurs de la maison, du jardin, des plantations. Les mains pour toucher, sentir, reconnaître les objets familiers, les choses, les formes, les aspects par le toucher, le contact physique. N'est pas goûter et reconnaître les saveurs de chez nous avant de reconnaître les saveurs de Macno, par exemple. Et nous avons rajouté quelque chose. Pain, c'est sentir par l'intérieur pour pouvoir l'exprimer. Quand c'est beau, que horreur. Que merde.
Parce que nous avons dit que dans nos cultures, les sentiments, c'est quelque chose qui est intime, que l'on réserve dans un coin secret. Et nous sommes ici pour préparer l'enfant à quelque chose que nous avons remarqué, l'échec scolaire. Donc, toutes nos actions au niveau de l'oral, c'est réguler, déjà préparer la régulation de ce problème-là, l'échec scolaire. Voilà, donc tout simplement, pour nous, tout est source possible de gestes et ou de paroles à explorer et à exploiter au quotidien. Pour nous, parler et faire parler la langue à nos enfants commence d'abord chez nous, dans nos maisons, dans nos familles. Et pour nous, le bruissement de la feuille sèche du bananier perçu, reconnu et nommé par le petit, s'inscrit dans notre souci de faire une large place à la reconnaissance auditive non phonologique. Le mot du petit garçon sur le passage de la mouette en direction de la chaîne de montagne centrale, les bouquets de fleurs du cerisier rose préparés par la petite fille, de l'intérieur des terres avec sa comptine sur la danse des marsouins dans la baie, sont autant de marqueurs de l'existence d'un terreau culturel, de lecture orale du symbole des choses. Voilà dans quoi nous nous sommes inscrits pour ce travail important de l'oral. Merci. Merci Marie-Adèle. Alors, le représentant de l'institution, ici, c'est le représentant de l'institution, d'une institution du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l'Académie des langues kanak. Quel est le rôle de cette institution sur tous les sujets que nous venons d'aborder? Merci Florence. Pas Jacob, mais Yvon, mais Gilbert, ouais Richard Lai. Je m'ai dit là. Je dit toi la chonka sa anika jehu mais ngani ya me mak car notre tiniwa on chonka na khwat na dit la toi khoda par règle la bien. Cette parole en préambule de la culture kanak, comme quoi je suis qu'un humble porte-parole de cette société gérontocratique, pour vous dire que si vous soulevez vos consciences à quelques années en arrière, en 1988, il a été signé en Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelait les accords de Matignon, avec à la fois le FLNKS, représenté par Jean-Marie, le gouvernement français, et le RPCR, lequel accord de Matignon a été prolongé 10 années plus tard, ce qu'on appelait l'accord de Nouméa, qui permet à la Nouvelle-Calédonie de vivre un contexte institutionnel assez singulier, puisque nous sommes en train de vivre un transfert progressif des compétences qui appartiennent à l'État français et qui va revenir progressivement à la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce contexte de l'accord de Nouméa, il a été stipulé qu'une académie des langues kanak, c'est-à-dire un établissement public, doit être créé. C'est ainsi que Dewe Gorodé, ministre de la Culture de la Nouvelle-Calédonie, de ce gouvernement, a mis en place en 2007-2008 l'Académie des langues kanak, cet établissement, qui a pour rôle et pour mission essentielle de codifier et de, comment je peux dire, et de normaliser les langues kanak en Nouvelle-Calédonie, de les développer. Le contexte linguistique de la Nouvelle-Calédonie fait que là-bas, il y a 28 langues kanak, tous très différentes les unes des autres, 11 dialectes et un créole, le taïo, qui est une langue parlée dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, ces quarantaines de langues font tous partie d'une société donc à tradition orale. Et depuis l'arrivée des missionnaires jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de codifier, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'écriture. Et puis, le rôle justement de l'Académie des langues kanak, c'est de codifier les langues majoritaires qui sont actuellement le djehou, la langue parlée à Lifou, le négoné, qui est la langue parlée dans l'île de Marais, et puis 2 langues de la Grande-Terre, dont est issue Marie-Adèle Joridier, donc le Païchi Chamouki et le Hadjieu. Donc la codification de ces langues fait partie
effectivement des missions prioritaires de l'Académie. Et croyez-moi, ce n'est pas chose simple parce que non seulement ces langues ont déjà été écrites auparavant par les missionnaires, mais que nous devons par la suite reprendre ces travaux pour à la fois les réactualiser et trouver un système d'écriture accepté par tous. Mais l'Académie des langues kanak n'a pas uniquement ce rôle de codification et de normalisation des systèmes d'écriture, et doit aussi mettre en place un certain nombre de partenariats, soit avec des partenaires locaux qui sont du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des provinces. Tout à l'heure, vous avez entendu notre ami Richard qui parlait donc du système éducatif qui est de compétence des provinces pour un système éducatif adapté aux 3 îles loyautés, mais il faut faire la même chose pour les autres provinces. Nous avons aussi des contrats de partenariat avec un certain nombre d'institutions internationaux. Je laisse la parole à Roselle Miline tout à l'heure qui parlera sans doute de ce que nous avons fait avec l'association Soro, avec le CNRS. J'ai ici des collègues, que ce soit Clermont-Isfory, qui nous aident beaucoup sur la codification des langues du Nord. Et puis, nous faisons aussi des enquêtes sur le terrain, des enquêtes pour pouvoir repérer la littérature orale kanak. La particularité de cette littérature orale kanak, c'est qu'elle est différente de la classification occidentale, bien évidemment, des contes, mythes, légendes, proverbes, etc., puisque nous avons nous-mêmes notre propre classification, notre définition de nos genres littéraires qui se définissent, qui se pratiquent dans des circonstances sociales bien déterminées. Et il convient de les définir par rapport au contexte et aux pratiques sociales pour savoir et décoder leur sens, leurs valeurs, leurs symboles, les fonctions, et qui sont différents. Et donc, nous, notre rôle, c'est de repérer, c'est d'identifier, c'est d'enquêter sur ces textes-là, de la littérature orale, pour pouvoir ensuite les écrire, les transmettre, les codifier, les archiver, pour mettre à la disposition donc, des institutions qui s'occupent, eux, de l'enseignement des langues kanak. Nous avons déjà un secteur de publication qui est très développé aujourd'hui. Nous avons également organisé des colloques internationaux sur les problématiques qui nous intéressent tous. La semaine dernière ou le mois dernier, nous étions également à Tahiti. Et je salue donc, les collègues de Tahiti qui ont organisé donc, le séminaire des Colpom, qui retrace un petit peu les problèmes de l'enseignement du bilinguisme par rapport au français, puisque c'est le français en Nouvelle-Calédonie, comme dans la plupart des États ou des pays où la France est passée. La France a un statut, le français a un statut de langue officielle. Et donc la problématique a été soulevée, je crois, par nos collègues tahitiens et qui a été appuyée par nos collègues, je vois Isabelle, j'arrête de citer les Isabelle parce qu'il y en a tellement qui travaillent sur l'enseignement des langues que je ne vais pas m'arrêter sur des situations que nous avons déjà évoquées, simplement relever l'idée, à partir de cette océanitude fraternelle océanienne, que quand on parle de développement des langues, il n'y a pas de développement d'une langue si elle n'est pas rattachée à d'autres politiques linguistiques dans le monde. Et c'est tout à fait l'esprit, je crois, des États généraux du multilinguisme. Mais la particularité de la société kanak, et je l'ai dit en Calédonie, je l'ai dit à Tahiti, et je le redis ici, parce que c'est extrêmement important. La singularité de la société kanak, c'est que c'est une société initiatique. C'est-à-dire que la transmission des valeurs linguistiques, sociales et culturelles se pratique dans le cadre d'un rituel. Hier, lorsque vous avez vu, je crois que c'est M. Collardel qui parlait donc, du spectacle que nous avons vu hier avec ses enfants, que je félicite au passage, nous avons fait ce qu'on appelle une coutume chez nous. Et vous savez, cette coutume, elle se pratique aussi lorsqu'on arrive chez quelqu'un. Mais la coutume, elle a de sens que lorsque vous rentrez dans une case, la porte de la case, elle est petite. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous vous baissez. Et vous faites ce geste coutumier-là pour respecter celui qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand vous rentrez, que vous respectez celui qui est à l'intérieur, l'autre va avoir une parole en retour pour vous accueillir chez eux, comme chez nous, ou chez nous, comme chez eux. Mais à l'intérieur de la case, vous avez ce feu qui éclaire les poteaux. Vous savez, qui sont dans aux alentours, dans cette circonférence de la case. Mais les poteaux, ça représente différents clans. Mais pourquoi Raymond Tuénon, hier, le directeur de cabinet de Deroué Gourdet, a fait ce geste coutumier? C'est tout simplement pour dire qu'il y a des parallélismes, il y a des comparaisons entre une société kanak initiatique et symbolique
Quand on fait cette coutume, c'est parce que quand on rentre dans une case où on est éclairé par la conscience des différents clans qui sont autour, ben on s'en sort agrandi par la différence. Eh bien, c'est comme ce colloque. C'est comme ces états généraux du multilinguisme où nous sommes entrés humblement avec notre singularité et notre particularité, avec notre histoire. On va revenir chez nous agrandi de la différence des différentes étapes, recherches, partages qu'on aura ici, pour encore être plus humble, parce que le travail chez nous, il est énorme. Pourquoi le travail en Calédonie, et particulièrement dans la société kanak, il est énorme? Ben, c'est tout simplement parce que la société kanak, c'est une société initiatique. Pendant longtemps, pendant 150 ans, la France n'a pas réussi à nous comprendre. On a toujours parlé à notre place. Et aujourd'hui, non seulement on nous donne un micro, comme je suis aujourd'hui très BCBG, hein, Bokanak Belgueule, mais je suis aussi aujourd'hui, et j'ai le micro, pour vous dire que le point fort de nos engagements aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est pas seulement de dire aux autres, arrêtez de dire que les Kanaks forment un État particulier, parce qu'on ne peut jamais comprendre les Kanaks, justement parce qu'il fait partie de cette culture initiatique. Mais il faut dire aussi aux Kanaks de sortir de votre rituel, de rendre les symboles de votre propre culture initiatique compréhensibles par d'autres, pour que nous puissions avoir ces passerelles d'intercompréhension. C'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, où quand on a un État français qui ne nous a pas donné la possibilité de nous exprimer, aujourd'hui, dans ce transfert de compétences particulier en Nouvelle-Calédonie, où on nous demande, nous, de le construire, non seulement on doit construire notre identité à travers la diversité linguistique, mais parallèlement, on doit aussi essayer de comprendre les autres. Puisque dans l'accord de Nouméa, il y a un concept politique qu'on appelle citoyenneté, mais en Nouvelle-Calédonie, on continue à coexister sans vivre ensemble. Et c'est toute la difficulté que l'on a, oui, nous, Kanaks, à travers l'Académie des langues, parce que quand on fait des recherches sur cette littérature orale dont je parlais tout à l'heure, elle est initiatique. Quand on fait un travail sur Excuse-moi, je te fais un petit signe, oui, Nico, parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard. Et si on veut poursuivre nos discussions en atelier, que tout le monde puisse parler, je te demanderai de conclure assez rapidement. À Tahiti, j'avais dit que le blanc, il a la montre et le kanak, il a le temps. Donc, je vais essayer de conclure par rapport à ce que me dit... je vois M. Collardel qui sourit, donc les grandes idées finissent toujours par se rencontrer, n'est-ce pas? Donc je vais conclure pour ne pas titiller. Effectivement, je comprends que ce soit un rôle ingrat quand on est minuteur ou minuteuse. C'est le français qui est une langue sexuelle, hein, l'opposition entre le masculin et le féminin, ce qui n'est pas le cas depuis un an. N'est-ce pas, monsieur Long? Bon, on est d'accord. Voilà, je conclurai tout simplement par dire qu'aujourd'hui, vous avez Martin Luther King qui avait dit « I have a dream ». Moi, je n'ai pas de rêve. Et je ne vais pas... Je préfère vivre mes rêves que rêver toute ma vie. Et mon combat aujourd'hui, parce que cette dame-là, elle a fait de la prison pour les langues kanaks, pour ses idées. Vous avez Nidoïch Naslin, qui était un élu, qui a fait aussi de la prison, parce qu'il était le premier à avoir diffusé des langues kanaks à l'école en 70. Eh bien, nous, jeunes générations, nous devons continuer à développer nos langues, qui sont des vecteurs d'identité, pour que ça soit compréhensible, non seulement à l'intérieur de nos singularités, mais aussi que nos combats soient compris par l'universel humain. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Alors nous allons maintenant nous diriger vers les ateliers, mais en passant, vous pourrez vous prendre un petit café et une petite pause. On vous propose la chose suivante, parce que